Bonjour à tous, un de ces nombreux participants. Donc moi, je suis Jean-Luc Fessard, je vais animer ce débat avec Gilles Luneau. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, qui est donc l'auteur d'un livre tout à fait passionnant qui s'appelle Les paysans face au chaos climatique. Et donc, je vous propose de fonctionner de la façon suivante. Je vais lui poser un certain nombre de questions. Et puis après, on ouvrira le débat. Vous pourrez participer. Pour ça, je vais vous demander d'utiliser, si possible, le chat de façon à ce qu'on voit les questions qui apparaissent et qu'on puisse y répondre successivement, sachant que, au besoin, je vous donnerai la parole au moment où ça sera une de vos questions qui passera. Voilà. Alors, Gilles, déjà, dans le titre de ton livre, on comprend qu'on n'est pas simplement… Jusqu'à maintenant, on avait tendance à parler de transition climatique, etc. Et là, franchement, si j'ai bien compris le titre de ton livre, on monte d'un cran au moins, puisque tu parles de chaos climatique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi maintenant tu as jugé pertinent de parler de chaos climatique plutôt que de simplement de transition climatique? La transition, ça suppose, je veux dire qu'on est déjà vraiment dans un changement. Enfin bon, moi, ce que je voulais, c'était montrer que les conditions initiales en fait qui régissent le climat, d'habitude, on va dire avant le réchauffement de l'atmosphère, elles donnent ces conditions initiales, elles permettent de prédire ce qui va se passer avec le climat. Aujourd'hui, on a des changements de conditions initiales qui rendent imprédictible ce qui va se passer. On peut prédire à long terme. On a les rapports du GIEC qui disent l'élévation de la température. Dans les grandes lignes, on sait. Par contre, ce qui se passe, on va dire, au niveau plus météo que climat, c'est imprédictible quasiment. On est en train de s'apercevoir que ça va plus vite que prévu, c'est le dernier rapport du GIEC, et les manifestations que ça prend, suivant les endroits, c'est des accidents, on va dire, des événements extrêmes, comme disent les météorologues, qui sont difficilement prédictibles. Que ça soit les pics de chaleur, que ça soit, je veux dire, les orages brutaux, que ça soit les gelées tardives, ça arrive, ça surprend tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de mes interlocuteurs qui racontaient, en particulier les vignerons, qu'ils avaient l'habitude, en se basant sur leur printemps, de savoir quel vin ils allaient faire. Hein, pour eux, avec un printemps de tel modèle, on va dire, que ce soit en température, en précipitation, ils savaient comment allait se comporter le raisin et comment le raisin allait se comporter dans les chais. Aujourd'hui, il y avait un de mes interlocuteurs qui avait une formule qui disait aujourd'hui, on a plusieurs saisons en une seule. C'est-à-dire qu'on a un printemps qui ressemble par moments à l'été, qui retombe à l'hiver, et là, ça donne un chaos qui se traduit, y compris dans le comportement du vin dans les tonneaux. D'accord. Okay. Alors, justement, tu as interviewé une petite vingtaine d'agriculteurs est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi ces personnes? Est-ce que c'était au hasard des rencontres? Enfin, comment tu les as sélectionnés? Ou est-ce qu'ils ont une caractéristique commune? Non, alors, c'était assez simple. Ce que je voulais, c'était avoir une sorte de photographie qui respecte à peu près les conditions en France métropolitaine. Je n'avais pas le budget pour aller dans les départements et les territoires d'outre-mer. Donc, l'idée, c'était de panacher la géographie, hein, le nord, le sud, l'est, l'ouest, les vallées, la montagne, et de panacher les productions. Voilà, c'était ça. Donc, et de panacher aussi les faire valoir, c'est-à-dire en conventionnel, en bio, en biodynamie. J'ai l'éventail des pratiques agricoles. C'est pas complètement exhaustif parce que, je sais pas, j'ai pas fait les producteurs de fleurs, par exemple. Il y a aussi des gens qui ont refusé de me répondre. J'ai essayé pendant des semaines et des semaines d'avoir des éleveurs porcins. Et on peut dire que quasiment la profession, au moins au niveau de ses représentants, a fait bloc pour pas me répondre. Ça, c'est assez significatif.
Qu'est-ce qu'il craignait J'en sais rien, peut-être sur ma personne, parce que ça fait longtemps que j'écris sur l'agriculture et que j'ai jamais été tendre avec l'élevage industriel de porc, euh, mais peut-être aussi parce que c'est un monde très fermé, ils ne parlent pas beaucoup, euh, parce que ils parlent pas beaucoup, ils entretiennent le secret, c'est aussi parce que je pense que leur pratique, ils veulent pas mettre le projecteur sur la manière dont ils travaillent. J'en sais rien en fait, hein. Je veux pas faire un faux procès, mais c'est un fait. Et, D'accord. et donc la deuxième chose que je n'ai pas pu faire dans le livre, c'était d'avoir le point de vue officiel de tous les syndicats agricoles. J'aurais voulu que chaque organisation me dise la manière dont ils se mobilisaient sur cette question du climat. Et ce qui a bloqué, c'est la FNSEA qui a refusé tout. Enfin, ils ne répondaient même pas. C'est simple. J'avais le secrétariat national, j'avais le secrétaire de la présidence, la secrétaire de la présidente. C'était on vous rappelle, on verra, etc. Je n'ai jamais eu de réponse. Et donc, n'ayant pas la FNSEA, je n'ai pas tendu le micro aux autres parce que je ne voulais pas être accusé de tendre le micro qu'au La bio. partialité, quoi, mais d'accord. Voilà. Donc, mais bon, ça, c'est l'effet notable. Pour le reste, je n'ai pas demandé leur carte syndicale ou leur opinion politique aux gens que j'ai interviewés. Je les ai choisis d'une part, je ne vais pas dire au doigt mouillé, hein, mais parce que ça fait tellement longtemps que je couvre l'agriculture, je connais du monde partout, mais c'est des gens que j'avais pour partie pas interviewés ou pas filmés dans mes documentaires. J'ai téléphoné aux chambres d'agriculture en leur disant, ben voilà, je prépare quelque chose sur le climat, est-ce que vous auriez, je sais pas, un éleveur de poulet, un céréalier à m'indiquer qui accepterait de témoigner, hein. Et puis, il y en a quelques-uns, en effet, que je connais, hein, tout simplement parce que je les avais interviewés ou filmés. Voilà. Très bien. Alors, justement, tu dis que tu as essayé de couvrir un peu différents types d'activités, types de régions, etc. Alors, est-ce que c'est vraiment différent selon le type de culture, selon la région, ou est-ce qu'en fait, il y a des points communs, hein, bon, tu l'as évoqué au début, les variations de climat qu'on peut qualifier d'erratiques, les problèmes de ressources en eau, la baisse importante de la biodiversité, l'augmentation de choses comme les ravageurs, les plantes invasives, les pandémies. Est-ce qu'en gros, on peut généraliser sur tout le territoire français? En gros, c'est le même type de problématique, même si ça ne se passe pas au même moment, à la même période. Ah, si tu veux, j'ai envie de répondre. Alors, c'est les deux, en fait, Jean-Luc. C'est les deux, c'est-à-dire que tu as ce qui est indéniable, c'est que tout le monde parle du changement climatique. Ça y est, il y a pas de déni par rapport à ça. Ils sont tous impactés. Mm. Alors, les impacts varient entre le nord et le sud, entre aussi la géographie physique, hein, tout simplement. Si tu es sur du calcaire, du granit, une vallée, un haut plateau, ça ne se mesure pas de la même manière. Ça ne se manifeste pas de la même manière. Mais tu as quand même ce qui est général, hein, c'est la sensibilité au pic de chaleur. Ça, la nature, les végétaux ne sont pas habitués, ni les animaux, encore moins les animaux génétiquement sélectionnés sur la productivité et non pas sur leur rusticité. Donc ça c'est général. Donc ça veut dire derrière les problèmes d'eau, hein, tout simplement. Les prairies naturelles souffrent énormément. Le, la question, la montée des ravageurs que tu signalais, c'est-à-dire que ça soit des maladies, que ça soit des champignons, que ça soit la pullulation d'insectes, ils sont tous confrontés à ça. Et pareil, de manière complètement aléatoire, ils ne savent pas pourquoi. Donc là, on sent qu'il y a des barrières quoi, qu'on sauté et on est dans le chaos, ouais, Mm. vraiment. Et puis ensuite, ce qui ressort, si je peux, l'autre version, l'autre facette de ça, c'est l'immense solitude des agriculteurs face à ça. Euh, que ce soit les organisations agricoles, hein, je pense les organisations techniques, les chambres d'agriculture, même les syndicats, je veux dire, ça parle du climat, mais c'est parcellaire, c'est dans l'adaptation, le bidouillage, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée d'ensemble, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas vraiment d'expérimentation, alors qu'on est face à une situation nouvelle qui mérite
d'avoir de la science et de l'expérimentation, de l'échange d'expériences pour essayer de synthétiser des choses. On va vers l'inconnu, c'est historiquement inédit ce qu'on vit. Voilà, ça, ils se sentent seuls. Et puis ce qui va avec, c'est leur lien à la société, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'échanges et de démocratie avec le reste de la société. On ne peut pas les laisser seuls affronter ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors, justement, quand tu dis affronter ça, dans ta conclusion, tu dis qu'il faut qu'on les embarque vers une métamorphose agricole et alimentaire. Alors, je trouve cette idée tout à fait intéressante. Mais alors, de quelle nature elle doit être? Parce que récemment, on a eu deux éclairages totalement différents. D'un côté, le discours du président qui a dit que c'était question d'un triptyque, c'était numérique, génétique, robotique. Hein, bon, on voit un peu la dimension techno. Et puis de l'autre côté, on a eu les diplômés d'AgroParisTech qui ont appelé donc leurs homologues à la désertion, c'est-à-dire d'un côté une nécessité d'investir dans de la technologie et de l'autre de potentiels exploitants qui n'ont pas envie d'être des exploités, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous dire vers quoi faudrait orienter les choses dans cette métamorphose agricole et alimentaire? Écoute, moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis que journaliste, même si je connais bien le sujet. Donc, je fais des propositions de ce que je ressens, de ce que j'analyse, des nombreux échanges que j'ai quand même, pas seulement par l'occasion du livre, mais au niveau général depuis des années. Le constat quand même, et je suis loin d'être le seul à le tirer, c'est la faillite du modèle conventionnel lancé pendant les Trente Glorieuses. À l'époque, on va dire, il n'y avait pas de, il y a pas de dieu du mal. On est parti sur ce truc-là avec le mythe du progrès de l'époque, etc. À partir des années, on va dire du milieu des années 70 ou des années 80, on savait que ça allait pas, mais là on a continué. Et ce modèle, c'est l'artificialisation, hein, de la production de nourriture. L'artificialisation au champ, c'est-à-dire engrais de synthèse, chimie de synthèse, l'artificialisation à l'usine, avec tout ce qu'on connaît de comment d'ingrédients, d'adjuvants, de fractionnement des molécules, etc., que ce soit pour le lait, le blé, etc. Donc, cette artificialisation, cette façon de penser, c'est un système technique au sens philosophique du terme, au sens ellulien, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un outil et de la technologie qui fait que les choses vont mieux, c'est le fait que différents outils font un système qui enferme dans une logique. On est là-dedans. Et quand tu parles, et quand le gouvernement parle de numérique, de drones et de génétique, on reste dans ce modèle-là, on continue à appuyer sur l'accélérateur pour en fait encore plus artificialiser. Hein. Bon, alors qu'on a besoin, ce que je disais au départ, d'observations sensibles, de thèses, d'expérimentation, c'est pas un drone. C'est pas un drone qui est capable, ou un robot dans un champ. Ils vont être capables de faire des choses très intéressantes, hein, au niveau de la précision, mais ils vont être incapables de faire la mise en perspective de la mémoire de ce que disait le grand-père il y a 40 ans quand il avait planté de la luzerne à tel endroit. Et ça, on en a besoin parce que derrière, il y a de la science. Derrière l'empirique, il y a de la science. Et cette science, elle n'a pas été mise en œuvre, en fait. Hein. Et on ne sait plus vraiment beaucoup faire de l'empirique correctement. Donc, on est à ce tournant-là. Alors, ou bien on a le courage de penser la complexité de ce qu'on affronte, ou bien on va vers la solution de facilité qui est donc, si je le fais court, le numérique. Et le numérique, c'est quoi? C'est la mise en équation binaire de la réalité. Et jusqu'à maintenant, y compris dans la génétique, je veux dire, la mise en équation, ça veut dire que pour que ton équation, elle tienne debout, tu élimines ce qui te gêne. On a éliminé, entre guillemets, les gènes poubelles pour faire de la modification génétique. On a éliminé toute la richesse du sol pour réduire ça à l'azote, la potasse et le phosphate pour faire pousser les plantes. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des sols épuisés. Voilà, hein, je ne vais pas faire un cours sur la logique technique, mais ce modèle est au bout de ce qu'il peut faire. Donc, rajouter un wagon au train technique, ce n'est pas la solution. Et surtout,
il ne faut surtout pas faire croire aux agriculteurs que la technique va les sauver de la situation. Ce qui va nous sauver de la situation, c'est l'adaptation, la réinsertion dans les dynamiques naturelles. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas les laisser seuls, qu'on a besoin de science, qu'on a besoin de démocratie alimentaire. Il faut discuter parce qu'il y a peut-être des produits, des plantes qu'on ne va plus pouvoir cultiver ou pas au même endroit. Je prends un exemple. Le couloir rhodanien, hein, qui est un champion de la production de fruits. Il va être exposé dans les années à venir, et je dis dans les années, c'est rapide, hein, je veux dire, c'est la dizaine, la quinzaine d'années à venir, à des tels pics de chaleur que les fruits ne vont plus mûrir, mais griller au soleil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on suit la logique technique, on va couvrir les arbres, on va mettre des aubettes, parce qu'il y a des gens qui travaillent déjà là-dessus, hein. On va couvrir les vergers, on va faire des arbres sous serre quasiment, ou bien on change de culture, on réfléchit à l'utilisation de l'eau, il va falloir réfléchir, partager l'eau. Est-ce qu'on continue à remplir des piscines, à laver des bagnoles, à choisir l'eau pour le vin ou pour les légumes? Enfin, il va falloir des arbitrages. C'est pas facile, et c'est pas les agriculteurs seuls qui peuvent le faire. Donc, si on veut pas que ça fasse comme Massive Events, qui est des morts, il faut de la démocratie. Il va falloir parler à l'échelle des territoires, reprendre en compte la géographie physique, humaine, et dire voilà, on habite dans tel milieu, tout n'est pas possible, il faut tout réviser. Ça peut se faire, ça peut être une bonne opportunité d'emmener tout le monde dans la métamorphose, si ça se fait avec la démocratie. Si ça se fait sans démocratie, on va vers des affrontements sociaux terribles. Oui, d'accord. Alors, ça répond à ta question? Oui, si, c'est bien, ça va même commencer à répondre en partie à ma question suivante. Et si tu permets que je te reprenne sur AgroParisTech, Oui. Si j'ai bien compris le rappel, ils ne voulaient pas, les 8 là, qu'on fait leur déclaration, surtout, ce n'est pas qu'ils voulaient ne pas être exploités, ils ne voulaient pas être exploiteurs, ils ne voulaient pas être les servants du système que je viens de décrire, de fuite en avant technologique. Oui, tu as raison, c'était plutôt ça. Oui, c'était plutôt ça, ouais. Effectivement. Alors, justement, tu as Bruno Parmentier, qui est l'ex-directeur de l'ESA, qui dit qu'on va devoir passer d'une agriculture mal au dos, en gros l'agriculture traditionnelle, à une agriculture prise de tête, parce que remplacer la monoculture intensive avec un max de pétrochimie, avec beaucoup d'eau par l'irrigation, avec une disparition de la biodiversité, ça ne va pas se faire simplement parce qu'il faut aller vers des techniques, au lieu d'être contre la nature, d'être avec la nature, on part avec des techniques style polyculture élevage, mais ça va nécessiter beaucoup d'intelligence. Alors, dans les agriculteurs que tu as rencontrés, il y en a certains déjà qui sont engagés dans ce type de démarche. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de choses intéressantes que tu as vues d'ores et déjà en cours chez certains? Oui, il y a plein. D'abord, je pense que chez tous, il y a de l'intelligence, hein, même ceux qui sont encore enfermés dans des solutions techniques. Enfin, pas, moi, j'ai un profond respect, quel que soit le mode d'exercice de l'agriculture, parce que c'est un métier difficile. Et c'est pas qu'un métier. Et si tu veux, Bruno Parmentier, il a le don des jolies formules, hein, c'est un excellent pédagogue. Je pense que ce qu'il faut ajouter à ce qu'il dit, c'est que ça va être quand il veut dire ça va réclamer plus d'intelligence, c'est en fait, ça va réclamer un retour à l'observation de la nature, un retour de l'échange entre les agriculteurs, parce que en fait ce qu'on a vécu ces 30 ou 40 dernières années, c'est vraiment la transformation du métier de paysan en métier d'agriculteur, d'accord, ou d'exploitant agricole. Le mot déjà est fort de sens. Je veux dire par là qu'on a réduit l'activité de production de nourriture à un métier, donc avec l'arsenal technologique et la productivité, les débouchés commerciaux, etc.
Or, ce n'est pas seulement un métier. Bien sûr que c'est un métier, un savoir-faire, mais ça recouvre un rapport au monde qui est beaucoup plus vaste qu'un arsenal d'outils, en fait. Hein. Et on l'a perdu. On l'a perdu depuis les générations des années 70. Hein. C'est-à-dire on a mis de côté ce qui faisait la richesse des agriculteurs, qui était justement l'observation fine du climat, des changements, du comportement des animaux, la manière dont ils détectaient des choses, la manière dont ils savaient ce qu'étaient les bons assemblages de cultures ou pas. Tout ça, ça a été mis de côté. Et donc, il va falloir redécouvrir tout ça. Hein. Derrière, ça veut dire, d'une part, bon, on en parlait, c'est la réinsertion de la production de nourriture dans les dynamiques naturelles, dialoguer avec un écosystème. Et ce n'est pas pareil en moyenne montagne et dans la vallée de la Loire. Hein, je veux dire, voilà. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est aussi la pensée collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a fait de l'agriculture un métier, on a isolé les gens dans le petit savoir-faire technologique et dans la concurrence avec les autres. Hein, parce que c'est aussi ça. On a quand même, au sortir de la guerre, il y avait 10 millions de paysans. Hein, aujourd'hui, on en a 400 000. Enfin, je veux dire qu'on en a perdu 100 000 en 10 ans. C'est le fruit d'une part de la course à l'agrandissement, mais la course à l'agrandissement, elle se fait sur la concurrence entre paysans. Hein, à écraser les plus faibles. Donc, il faut revenir à du collectif, ne serait-ce que pour la collecte d'infos et l'échange et l'expérimentation. Et puis, on a besoin de collectifs pour penser le territoire. Je vais donner un exemple. Hein, qui me semble un exemple que me donnait un céréalier de l'Aude, qui était un céréalier conventionnel, producteur de semences, et qui a passé une partie de son exploitation en bio. Et il me dit, mais en bio, au départ, ça va très bien, j'ai réduit les surfaces, j'ai fait tout ce qu'il fallait, il a remis des haies, enfin, un vrai modèle, il a complètement compris ce qu'il fallait, et ce qu'il n'avait pas appris à l'école, il le souligne aussi. Et en même temps, il dit, on est plusieurs dans cette même démarche-là, et ce qu'on s'est aperçu au niveau de la pression, je veux dire, sanitaire, c'est que quand on était 2-3, on n'avait pas de soucis. Mais maintenant qu'on est beaucoup plus, en fait, leur exploitation en bio deviennent des cibles pour les ravageurs. Avant, elles étaient noyées dans le reste. Donc, et le reste arrosait aussi en pesticides. Donc, ils étaient tranquilles. Mais on n'a pas encore l'expérience d'une région entière en bio ou d'un pays en bio et du comportement, entre guillemets, des ravageurs. Hein. Sinon, ce qu'ils ont tenté au Sri Lanka, mais bon, avec mais oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, ouais. C'est-à-dire, on est en face de ce genre de défi. Donc, ça veut dire que la transition agricole, alimentaire, et on peut dire aussi énergétique, c'est vrai pour tout, elle ne peut pas se faire au niveau des bonnes pratiques individuelles à l'échelle d'un individu, d'une exploitation, d'une entreprise, etc. Elle se pense avec le territoire. Ça me semble tellement évident, pour des raisons de géographie physique et pour des raisons de géographie humaine, de sociale. Et donc, si je peux te redonner un autre exemple qui me semble vraiment très, très intéressant. Alors, c'est le début, c'est prometteur, je ne sais pas ce que ça deviendra, c'est les fermes de Figeac, une vieille coopérative agricole qui, depuis déjà très longtemps, a fait le choix de pas verser dans ce qu'ont versé beaucoup de ses consoeurs, à savoir la course à la productivité, au rachat, au regroupement, etc., qui est restée à taille humaine. C'est une coopérative d'éleveurs dans le Lot, autour de Figeac. Là. C'était la première à ouvrir des boucheries, par exemple. Hein. Elle avait une boucherie, elle en a 2 ou 3. Et ils se sont transformés. Ils étaient coopératives agricoles, en gros, au service de ces coopérateurs. Et ils se sont ouverts, ils sont devenus une société par action simplifiée à vocation d'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts au territoire, tout le monde peut venir à leur assemblée générale, les associations de chômeurs, le maire, tout ce qu'on veut, et ça discute des besoins du territoire. C'est en train de réinventer, on va dire, la démocratie alimentaire. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et bien sûr, ils sont dans, je veux dire, au niveau climat, ils réfléchissent, au niveau production d'énergie, au niveau climat, ils tentent un tas d'expériences. Voilà, ils sont sur le bon chemin, on va dire.
Oui, effectivement, j'ai l'impression dans le sud-ouest, comme ce n'est pas des terres céréalières, etc., il se passe des choses intéressantes. J'ai été en contact avec une coopérative agricole, justement, qui faisait des choses, qui poussait pas la polyculture élevage. Ça a été une grande surprise, hein, parce que, voilà. Alors, justement, pour aller dans ce sens-là, tu dis il ne faut pas qu'il soit isolé. Alors, justement, il y a des mouvements quand même qui existent. Et j'ai entendu il y a quelques jours que quelque chose qui m'a donné un peu d'optimisme, c'est-à-dire l'Alliance Bio se serait alliée au mouvement pour l'agriculture du vivant et au mouvement 4 pour 1000 pour promouvoir ce qu'ils ont appelé les défis de l'agroécologie. Bon, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est le début de la métamorphose? Parce que c'est quand même intéressant de voir que les tenants du bio qui justement, jusqu'à maintenant, n'arrivaient pas à s'entendre avec les gens de l'agriculture de conservation, trouvent le moyen de s'entendre pour se lancer sur un mouvement commun, quoi. Est-ce que ça, tu as des choses, des commentaires, des choses à dire par rapport à ça? Voilà. Écoute, ça vient de se produire, hein, cet accord. Ça vient de se faire. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Pour moi, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, au niveau des des territoires, au niveau des chambres d'agriculture, il faut mettre autour de la table les gens qui sont toutes les pratiques agricoles. L'agriculture de conservation, l'agroforesterie, il ne faut pas les oublier, le bio, la biodynamie, mais aussi les conventionnels. Il faut que ces gens se rencontrent et discutent, échangent, je veux dire, sur le fond, sur leurs pratiques, sur ce qu'ils observent, parce qu'il y a tellement de choses à évaluer, hein, sur la manière dont on change de modèle, parce que il y en a qui disent qu'il faut changer doucement, il y en a d'autres qui disent qu'il faut passer directement à un autre modèle. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Enfin, je veux dire, je peux rapporter, hein, comme journaliste, ce qui se dit. A priori, ce qui semble le plus efficace, c'est de changer carrément de modèle, mais il faut prévoir les chutes de production, il faut prévoir l'adaptation au marché. Ce n'est pas si simple que ça, la transformation, etc. Donc, il y a besoin de tout le monde autour de la table. La question, c'est qu'il ne faut pas brader les fondamentaux dans ces affaires-là. Les fondamentaux, ça veut dire il faut pouvoir dresser l'état des lieux sans complaisance et fixer les buts à atteindre. Hein. C'est-à-dire, et à partir de là, on peut tracer un chemin, si possible cranté, hein, évalué, pour changer, et sans oublier l'urgence non plus. Je veux dire par là, quand je dis qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux, je trouve qu'il se fait plein de choses intéressantes dans l'agriculture de conservation. C'est vraiment un pas de côté par rapport au conventionnel. Je comprends parfaitement que des agriculteurs fassent ça sans aller plus loin parce qu'ils ont peur. C'est normal. Ils n'ont pas appris je veux dire, à faire autrement qu'avec l'agriculture conventionnelle. Donc, il y a une hantise, hein, par rapport au non-savoir. Et en face, je veux dire, ceux qui sont sur des pratiques plus alternatives n'ont pas forcément eu envie de partager non plus leur savoir. Donc, je comprends la prudence. Mais quand je dis qu'il ne faut pas brader les fondamentaux, il y a une partie des gens qui font de l'agriculture de conservation, j'ai pu le constater, qui, je veux dire, en effet, ne labourent plus, mettent des couverts végétaux en interculture, etc., que des choses très très bien, mais qui, au dernier moment, quand ils veulent semer, passent un coup de glyphosate sur l'interculture, sur le couvert végétal, avant de semer ce qu'ils ont, leur culture suivante. Bon, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a des choses pas possibles. Voilà. C'est ça quand je dis pas brader les fondamentaux. D'accord, ok. Et c'est bien, vraiment, c'est bien. Alors, je pense que si on prolonge l'étape d'après, c'est ce que j'esquisse un peu dans le bouquin, c'est de dire, bon, mettre tout le monde autour de la table, peut-être qu'il faut se saisir. Moi, je suis pour partir de l'existant. Hein. Si on ne part pas de la réalité, on peut toujours dire demain, il y a qu'à, faut que. La réalité, c'est que l'organisation agricole, elle passe par les chambres d'agriculture. Alors, pourquoi ne pas transformer le fonctionnement des chambres d'agriculture en faire des parlements de la nature, des usages de la nature, de l'agriculture et de la nourriture, ce qu'on veut, comme je veux dire. Mais c'est un lieu
qu'on peut ouvrir à la société. Quand je dis ouvrir à la société, c'est aux élus locaux, c'est aux associations, je dirais, on reste dans des processus, on va dire, de représentation démocratique, hein, c'est pas, pour discuter de ce qu'on veut sur un territoire, comment on crante cette transition. Je pense qu'il y en a besoin. D'une part, ça va être, c'est indispensable quand je disais pas laisser les paysans seuls. D'autre part, c'est aussi faire ça, c'est déjà une pédagogie du changement. D'accord. Alors là, il y a une question qui me vient parce que quand on parle de transition agricole et alimentaire, ben, il y a notre rôle à nous aussi en tant que consommateurs, c'est-à-dire est-ce que tu as rencontré à Figeac apparemment, mais est-ce qu'il y a des cas justement où les consommateurs ont été intégrés ou est-ce qu'au contraire les agriculteurs sont la partie producteur et puis en fait le consommateur est pas présent. Donc, est-ce qu'il y a des actions aussi que tu as vues qui ont été menées où le consommateur avait son rôle à jouer au-delà des AMAP et organisations de ce genre? Bah, certes que non. Les AMAP, oui, c'est justement, j'allais te dire, il y a quand même plein d'AMAP qui fonctionnent très très bien et dont l'influence est énorme, hein, sur l'exercice agricole. Alors ça touche beaucoup le maraîchage, les AMAP. Hein. Donc, par exemple, si tu veux, il y a des endroits en maraîchage où aujourd'hui la question se pose, est-ce qu'on va pouvoir, à cause de la pression climatique, continuer à faire du maraîchage de plein champ? C'est grave, hein, on en est là, hein, dans certains endroits. Bon, bah ça, si tu veux, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça se discute avec les Amapiens, en fait. Hein. Est-ce qu'on va construire des serres froides? On ne parle pas de question de serres chaudes, climatisées, mais quand je dis chaudes, climatisées pour refroidir, hein, parce que j'ai rencontré des maraîchers qui ont pour le moment des serres froides et qui veulent faire des serres climatisées, ce qui suppose un investissement gigantesque. Ça existe, hein, déjà. Et les consommations d'énergie, je suppose, gigantesques aussi. Oui. Alors bon, tu trouveras toujours euh, des gens pour te dire on produira de l'énergie avec les capteurs solaires. Hein. Tu vois, sur le fond du truc, on reste dans l'affût technologique et dans l'artificialisation, ce qui, au bout du compte, y compris philosophiquement, c'est terrible. C'est-à-dire que ça fait 10 000 ans, enfin plus que ça fait je ne sais plus combien, 9 milliards d'années qu'il y a l'homme sur Terre, on s'est toujours nourri de la nature. Le changement climatique fait qu'on risque d'être encore plus industriel pour se nourrir, de se décaler encore plus, c'est-à-dire d'avoir une production de nourriture hydroponie, tout ce que tu veux, tout à fait artificielle, climatisée, les fermes urbaines et tout ça, et laisser en fait la Terre à sa propre dérive, tu vois. On va vers ça. On va vers ça avec ce que tu disais, numérique, drone génétique. Ils sont à fond sur la modification génétique des plantes et des animaux en ce moment. Hein. Les vannes sont lâchées. Hein. Super. Bon, ben écoute, ce que je te propose, c'est que on passe aux commentaires et Ouais. aux différentes questions, parce qu'il commence à y en avoir pas mal, donc autant qu'on... Alors, la première chose que j'ai notée, c'est Véronique Chaland, je sais plus, je sais pas son nom complet, qui dit: Bonjour, la solitude est-elle due à un manque d'information ou d'absence ou de volonté de réfléchir ensemble ou d'une méconnaissance globale? Véronique, si vous souhaitez prendre la parole, je peux... Voilà. Oui, bien, bonjour. Je ne peux pas mettre la caméra, j'ai pas cette bande passante. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. On vous entend, c'est parfait. Donc, je vous remercie déjà pour cette présentation. Comme je suis en thèse sur justement l'agroécologie et de s'intéresser à l'évolution justement entre artificialisation, technicité et de passer du monde paysan à l'agriculture conventionnelle ou aux exploitants agricoles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mot est fort. Et par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la solitude que le monde agricole dans lequel le monde agricole se trouve. Je voulais savoir si c'était un manque d'information, une absence de volonté de réfléchir entre guillemets ensemble avec les chambres d'agriculture ou autres, ou vraiment parce que c'était une méconnaissance en fait globale à l'heure actuelle par rapport à ce changement climatique.
Alors, il y a d'abord un fait important, c'est la réduction du nombre de paysans, c'est-à-dire que le voisin est de plus en plus loin. Ça, c'est la première. Je le disais, en 10 ans, on a perdu 100 000 fermes. C'est énorme. C'est une hémorragie. Et ce qui se présente devant nous, c'est-à-dire dans les 10 ans à venir, il y a 50% des paysans qui vont être en retraite. Donc, il n'y aura pas forcément du renouvellement à la hauteur, hein. On le voit déjà dans les statistiques. Et ça profite à l'agrandissement, en fait. Et l'agrandissement, il se fait de plus en plus par des sociétés, hein, y compris financières, qui achètent des fermes et qui salarient des gens dessus. Donc, on a ça. Et l'isolement vient aussi du fait que de la spécialisation, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus éloignés et en plus, le proche voisin, il ne fait pas forcément la même chose que vous. Et comme il y a une hyper spécialisation, un éleveur de poulets, il n'a pas grand-chose à dire avec quelqu'un, je ne sais pas, qui fait de la production de semences, hein. Ils ne sont pas confrontés au même problème. On a perdu ce côté quasi universel du métier de paysan qui était de faire de l'élevage, de la culture et d'être comme ça en harmonie un peu avec son milieu. Voilà, hein, c'est ça. Mais par contre, il ne faut pas perdre de vue, et ça c'est un atout, que les agriculteurs ont une habitude quand même de la pratique collective et de l'échange, que ce soit dans le prêt de matériel, les coopératives de prêt de matériel comme les CUMA, les coopératives tout simplement de commercialisation de leurs produits. Donc ils ont des circuits de réflexion collective. La question c'est que comment on les alimente. Et jusqu'à maintenant, ce que je disais en début de l'interview, le climat n'a pas été un sujet majeur. Il commence à le devenir. Ils en parlent tous du climat. Mais je veux dire par là, il n'y a pas, par exemple, je sais pas, on n'invite pas des gens du GIEC dans les chambres d'agriculture pour faire la pédagogie du rapport du GIEC et de l'utilisation des terres, hein, ce qui est quand même le dernier rapport du GIEC. Voilà. Moi, j'ai demandé à tous, par exemple, hein, s'ils avaient lu le rapport du GIEC, celui qui concerne l'utilisation des terres et le changement d'utilisation des terres. Aucun ne l'a lu, hein. Donc, et dedans, j'avais pas seulement, on va dire, que du paysan lambda dont on pourrait dire ou penser qu'il ne s'intéresse pas aux choses qui dépassent son canton. Non, non, pas du tout. J'avais aussi des responsables syndicaux à l'échelle nationale. Aucun n'a lu le rapport du GIEC. Je trouve que c'est assez symptomatique quand même de leur isolement. Voilà. Ok, merci. Merci Véronique. Alors, j'ai Laurie Debove qui nous dit « Bonjour, les agriculteurs interrogés ressentent-ils cet enfermement dans la technique ?» Ah, c'est une bonne question. Pour certains, oui. Pas pour d'autres. Pour d'autres, ils sont toujours dans l'illusion que la technique, qui confondent souvent avec la science, hein, va les sauver. Va les sauver. Et la technique, c'est plus de génétique. On va, par exemple sur les arboriculteurs, je parlais du couloir de la vallée du Rhône, il y en a qui attendent qu'on puisse modifier génétiquement les arbres ou faire par hybridation, enfin, qu'on travaille sur la génétique pour avoir des arbres qui n'aient plus besoin de dormance. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un arbre fruitier, la majorité des arbres fruitiers des zones tempérées, hein, c'est-à-dire les pommes, les cerises, les poires, etc., ne produit des fruits que s'il a une période de repos, hein, c'est-à-dire l'hiver, ce qu'on appelle la dormance, elle est provoquée par des températures basses, on va dire à partir en dessous de 5 degrés à peu près. Et donc, si on n'a pas ce passage-là de dormance, l'arbre ne redémarre pas en végétation, tout simplement, hein, ou mal. Donc, il y en a qui pensent que, bon, voilà, il va suffire de bidouiller la génétique pour qu'on ait des arbres qui n'aient pas besoin de dormance, hein. Il y a encore cette illusion-là chez certains. Chez d'autres, ça fait longtemps qu'ils s'en sont affranchis. On va dire tous ceux qui ont fait le choix de la bio, même de l'agroforesterie, enfin tous ceux qui réfléchissent en termes d'écosystème, ils savent que ce n'est pas la technique qui va les sauver, bien sûr. D'ailleurs, Laurie, vous avez mis une autre marque, c'était concernant la Drôme, il y avait énormément d'exploitation bio là-bas. Par contre, ça devait être en rapport avec ce qu'on disait. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'était en fait quand Gilles expliquait que quand il y avait deux, trois exploitations, ça allait bien. Par contre, quand il y avait une pluralité d'exploitations bio, là, ils avaient une augmentation des ravageurs et on n'avait pas tellement de territoires connus en France avec exclusivement ou essentiellement de la bio. Et du coup, je pensais à la Drôme qui était pionnier dans le secteur où il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations là-bas. Peut-être que eux, ils s'en sortent mieux avec les ravageurs du coup. J'en sais rien en fait. Là, vous me mettez devant quelque chose que je ne sais pas. C'est vrai, la BioVallée, oui, absolument. Ouais, ça serait intéressant d'aller D'aller voir, d'aller expé. Ouais. oui, absolument. Alors, il y a Julien Le Provost qui, lui, nous disait, en plus de l'adaptation de l'agriculture au réchauffement, est-ce que le secteur ne souffre pas d'une relative désaffection des vocations chez les jeunes? Quid des 100 000 fermes qui devront être prises dans la décennie en cours? Ah oui, bien sûr. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, il y a une vraie crise des vocations parce que, ou bien, euh, je veux dire, faut quand même voir que le métier d'agriculteur, là, ça ne paye pas beaucoup, quoi. Ou bien on gagne beaucoup d'argent dans des productions très lucratives, type céréales, type élevage industriel, genre porcin, euh, ou bien on galère quand même, hein. On galère. Alors, pour gagner sa vie, aujourd'hui, ceux qui gagnent leur vie correctement, a priori, c'est plutôt ceux qui ont fait le pas de côté. Le pas de côté, c'est-à-dire la bio, la biodynamie, les circuits courts, la relation donc au territoire, et où là, ils arrivent à dégager des salaires décents. Mais, enfin, ou des revenus, si ce n'est pas des salaires. Ceux qui transforment, hein, je veux dire, leurs produits, que ce soit, je ne sais pas quoi, du lait en yaourt ou de la viande en bistec, ils mettent, je veux dire, ils ont la plus-value directement pour eux. Mais pour le reste, et il faut voir comment est enseignée l'agriculture aujourd'hui, hein. S'il y a une crise des vocations, c'est aussi le système de formation qui est totalement obsolète, quoi. Alors, il y a toujours des bons exemples, hein. Il y a des gens qui œuvrent dans l'enseignement agricole pour faire des choses, mais globalement, on continue à enseigner, on va dire, la pluralité agricole, on va le dire comme ça, alors qu'il ne devrait y avoir qu'un enseignement, c'est celui de la transition agroécologique en agriculture, on continue à dire, et c'est le corpus principal, voilà comment on cultive, avec de la chimie de synthèse, que ça soit en engrais ou que ça soit en pesticides. Et puis, bah oui, à côté, bien sûr, on peut faire, il y en a qui s'amusent en bio et en biodynamie. En gros, c'est ça, hein. C'est comme ça que c'est enseigné. Donc, les jeunes qui sont quand même parfaitement conscients en général de la situation où on voit avec les mobilisations sur le climat, ils n'ont pas envie de se mettre dans une machine à perdre, hein, tout simplement. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'avais un peu le sentiment inverse, à savoir que moi je compare avec les écoles hôtelières et les écoles d'agriculture. Il me semblait que les écoles d'agriculture étaient plus en avance et en particulier c'était AgroParisTech, des gens comme Marc Dufumier, Alors, etc., ouais. qui tiennent des discours quand même extrêmement intéressants. Donc il me semblait que ça avait volé plus dans les écoles d'agriculture que dans les écoles hôtelières encore. Alors, tu as raison de me reprendre. Je vais préciser Oui. le propos. C'est-à-dire que c'est vrai des écoles d'ingénieurs. D'accord. C'est pas vrai du tout des écoles qui forment au brevet agricole. C'est celui que tu prends D'accord. pour t'installer, pour reprendre la ferme de ton D'accord. père. J'ai fait une enquête il n'y a pas très longtemps pour le magazine Regain là-dessus, et j'ai été surpris. Moi aussi, je pensais que ça avançait plus vite. Et vraiment, j'ai fait une enquête sérieuse, quoi, hein, sur le privé, sur le public, parce que la majorité de l'enseignement agricole relève de l'école privée, il faut le savoir aussi. Euh, et vraiment, alors c'est peut-être lié à la classe d'âge des professeurs aussi, hein, je veux dire, qui ont été formés au vieux modèle. Et bon, j'en avais qui disaient, bah, écoutez, c'est simple, hein, on a l'enseignement, et puis 1 heure par semaine, il y a l'écologie. Puis après, on revient aux choses sérieuses, quoi. C'était à peu près ça. Et dans des zones, hein, je pense que c'était un professeur en Bretagne qui me disait ça, une zone quand même agricole importante. Donc, j'ai même vu en Pays de Loire un jeune euh, qui voulait faire un stage, qui est fils d'agriculteur, hein, qui était en bio et qui voulait faire un stage dans une ferme bio, pas celle de ses parents, hein, qui voulait d'autres expériences. Et l'école l'a obligé
obligés à faire un stage en conventionnel, dans le pire des trucs industriels. Donc, je veux dire, il y a ce côté-là et Du vraiment travail. bien, quoi. D'accord. Mais par contre, les écoles d'ingénieurs, elles ont compris, et je vais poursuivre là-dessus. J'ai compris pourquoi elles avaient compris. Parce que les jeunes qui font agro au niveau ingénieur, ils ont compris qu'ils pouvaient être start-upers dans, entre guillemets, la food tech et toute cette planète, je veux dire, illustrée par, on peut dire, par Xavier Niel et compagnie, c'est-à-dire tout ce côté, on fonce sur l'étiquette proche, urbain, bio, etc. Et il y a du pognon à faire. Et ça, ils ont compris, les ingénieurs. D'accord. C'est pas forcément satisfaisant. Voilà. De même, par rapport à la question que Julien a posée, moi j'avais l'impression, mais je peux me tromper, qu'il y avait quand même à la fois au niveau des agriculteurs traditionnels, effectivement, une désaffection, mais il y a tout un mouvement, comme on observe d'ailleurs en restauration, où en restauration, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans les restaurants alors qu'ils ne sont pas du tout issus de la filière classique et traditionnelle et qui font des choses passionnantes. J'avais l'impression qu'en agriculture, c'était la même chose et que le problème était plutôt pour ces jeunes-là qui voulaient se lancer dans de l'accès à la terre avec les SAFER, etc. Enfin, d'une difficulté à trouver des terres pour pouvoir s'installer. Est-ce que tu as cette même perception? Ah oui, c'est juste. Voilà, on s'éloigne du climat, mais Oui. c'est juste. C'est-à-dire que moi, je pense que ça fait partie. Quand je dis ça, le rapport pour moi, c'est que c'est des gens qui se lancent directement en polyculture élevage, Ouais, c'est-à-dire c'est ça. dans des modes Alors, d'agriculture. pas toujours, pas toujours. Il y en a beaucoup en maraîchage. Ah oui, d'accord, ok. Il y en a beaucoup en maraîchage. Et très vite, ils sont confrontés d'ailleurs à la manière, à l'apport de matière organique sur leur terre. Hein. Mhm. C'est-à-dire que si tu es en maraîchage bio, tu as quand même besoin d'apport en matière organique. Donc, ils se mettent en cheville avec des éleveurs hein, pour avoir du fumier, tout simplement. Ou alors, ils font de la polyculture élevage. Et moi, je pense que si tu veux, c'est un vrai mouvement chez les jeunes, mais c'est comment ça ne touche pas les grands fondamentaux qui nous bloquent, ceux qui bloquent la politique agricole, c'est-à-dire les Mhm. grandes cultures, tu vois. Les grandes cultures, les gros élevages industriels. C'est quand même ça qui décide, qui Mhm. imprime sa marque à la politique. Et là, on a besoin d'un changement de politique agricole, c'est ça que je veux dire. Mhm, d'accord. Et par contre, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à l'accès à la terre. Dès l'instant que Mhm. tu n'es pas d'une famille agricole, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Et là, alors là, mais ça, c'est un long débat. Et il y a un glissement, en plus de la gestion du foncier en France. Hein. Depuis les années 60, les réformes Pisani, on avait une gestion donc confiée à la SAFER, a priori, qui avait comme guide l'intérêt commun, hein, Mhm. de concevoir en termes de foncier des fermes viables d'une part, et d'autre part d'empêcher des gens qui ne soient pas du milieu agricole de spéculer avec, c'est-à-dire d'avoir des propriétés, des parcs qui volent de la terre agricole, ou voire de résister à l'urbanisation. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La SAFER, la plupart du temps, fonctionne, on va dire, comme une agence immobilière. C'est-à-dire qu'on a, je fais court parce que ça mériterait un long débat, Mhm. mais il y a des biais, il y a des biais. Et les biais ils sont donnés par la financiarisation de la société et donc aussi de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a la loi oblige qu'on a des terres agricoles à statuer en commission départementale, là c'est public, transparent, et depuis la gauche au pouvoir, il n'y a pas que les agriculteurs qui y siègent, donc il y a un droit de regard des associations type la LPO, type aussi les chasseurs, type, il y a tout le Mhm. monde, sur l'usage des terres agricoles. Donc, n'importe qui ne peut pas racheter une ferme pour faire n'importe quoi. Mhm. Ça, c'est plutôt bien. Mais comme ça bloquait, euh, on va dire, la concentration des terres, hein, parce que c'est de ça qu'il est question, le grossissement, l'industrialisation de l'agriculture, le moyen juridique, c'est faire des sociétés. On fait une société financière
pour gérer les terres, une société pour vendre, etc. Et à partir de là, ce ne sont que des répartitions d'actions. Tu vends plus ta terre, tu vends tes actions. Et donc là, c'est comme ça que aujourd'hui se grossissent beaucoup d'exploitations sous ce régime sociétaire. Et donc là, c'est ce qui explique la difficulté d'accès aux terres. C'est-à-dire que c'est des transactions qui ne passent plus par le débat public. Ouais, d'accord. Bonjour. Alors, après, il y a Laurence Madawi qui disait: pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler l'amorce de démocratie alimentaire autour de Figeac? Les paysans produisent-ils en fonction de la demande locale, celle des collectivités pour les cantines, des restaurateurs, des habitants, par exemple, ou le mode de culture conventionnel est-il aussi mis en débat ou pas? Voilà, sur Figeac. Alors, ce que j'ai envie de dire, il faut aller à Figeac. Je peux donner. Moi on a surtout causé climat-énergie avec eux. Il y a un vrai débat sur les besoins de la région, enfin de la région autour de Figeac. Quand je dis la région, ce n'est pas la région politique. Ils en sont au début, hein, de leur transformation. Ils s'impliquent dans le plan alimentaire territorial. Donc, c'est à l'échelle du plan alimentaire territorial que ça se passe. Moi, je n'ai pas enquêté beaucoup là-dessus, hein, faut aller les voir. Et visiblement, ils ont un réseau de boucheries, ils ont fait un restaurant. Ils sont à l'écoute des besoins, ça c'est clair et net. Ils sont quand même centrés sur leur production de viande. Ils sont très inquiets sur l'état de leur pâture l'été. Quoi vous dire, ils attendent même, je pense, de ce que j'ai compris, ils attendent beaucoup de la société locale qu'elle vienne les voir. Hein. Ils ont ouvert les portes, ils commencent à avoir des contacts, ils ont de bons rapports avec les associations je veux dire, de protection de la nature, etc. Tout ça, c'est récent de mise en place. Donc, je peux pas, c'était pas l'objet de notre interview, mais je veux dire, j'ai bien compris qu'on en était au premier pas. Mais déjà, ce pas-là est énorme de point de vue d'une coopérative agricole. Très bien. Mais je veux bien donner les coordonnées. La coopérative, éventuellement, oui, pour qui si, contacter, voilà, pour un journaliste, pour aller échanger avec eux, comment ça va plus. Alors, il y a Geneviève Michon. Geneviève, vous ne voudriez pas la poser, votre question, parce que c'est un peu compliqué. Vous entendez? Oui, voilà. Allez-y, Geneviève. Alors, est-ce que vous m'entendez? J'ai des Oui, problèmes oui, de micro. on vous entend très bien. Ah bon, ça va. Non, ce que je voulais dire, c'est que tous les chaos climatiques est une chose, mais la façon dont c'est réinterprété ou démultiplié par des plantes qui sont totalement sous perfusion, sans racines, sans rien, c'est autre chose. Donc, une des urgences, c'est de retrouver des végétaux et des sols un peu sains, avec un peu de vie dedans. Et ça, c'est pas forcément très long à faire. Mais quand on voit par exemple aujourd'hui dans quel état sont les systèmes racinaires des vignes, c'est pas étonnant que dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'il y a un coup de froid, ça résiste pas. Une vigne, ça a besoin de racines et normalement, ça fait des racines pivotantes qui vont très loin. Aujourd'hui, il n'y a plus de pivot et il y a très peu de racines superficielles. Donc, et là, c'est vraiment, c'est pas une recherche génétique dont on a besoin. C'est d'autres modes de culture et d'autres modes de traitement du sol. Et donc, c'est retrouver que les agriculteurs retrouvent pas seulement des connaissances écologiques, ils les ont, mais qu'ils les mettent en avant plus que des connaissances ou des besoins technologiques. Ça ne demande pas énormément d'investissement. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Très bien, d'accord. Alors, oui, vas-y, Gilles. Je suis entièrement d'accord. Hein. Je sais pas. Ça rejoint ce que je répondais à Jean-Luc quelques questions plus haut. Sur la vigne, ça bouge beaucoup. Hein. Ça a quand même été le secteur où massivement ils mettaient de la chimie. Tous les grands crus, hein, si on parle des AOC, non seulement sont conscients, mais il y en a un paquet qui sont passés non seulement en bio, mais en biodynamie. Ils ne le mettent pas sur l'étiquette, mais je veux dire, je ne sais pas, je peux vous citer. Moi, j'ai fait une enquête il y a 2 ans
sur la Bourgogne, j'ai été plus loin, j'ai même serrié, j'ai anglais sur le pinot noir, la manière dont il était cultivé, et je veux dire, tous les grands crus de Bourgogne, tous sans exception, Romanée y compris, sont en biodynamie depuis longtemps. Et donc, eux résistent mieux, même si ça n'enlève pas les soucis. Et ça sert d'exemple. Hein. Aujourd'hui, moi, je me suis baladé donc, sur les coteaux bourguignons. Il y a quand même plus de vignes enherbées que de vignes sans herbe, déjà. Au point où, je le signale pour les consoeurs et confrères, il y a des travaux de l'INRA qui ont été déclenchés à partir de ce qui se passe en Bourgogne et en Alsace, hein, où ils sont plus en avance sur la biodynamie dans la vigne que les autres vignobles. Et il y a un travail de mémoire, le directeur du labo de l'INRA s'appelle Lionel Rangeard, R-A-N-G-I-A-R-D, il est à Dijon. Et les premières publications de leurs travaux comparant le conventionnel, la biodynamie, ont été publiées et c'est extrêmement intéressant sur la richesse de la vie biologique du sol. Ils n'arrivent pas à expliquer forcément tout, mais par contre, il y a un constat qualitatif très net, mais ça qu'on s'en doutait, entre le conventionnel et la bio, mais il y a un bond gigantesque avec la biodynamie, hein, en richesse biologique. C'est vraiment intéressant, il faut aller voir leur travail. D'accord. Tu mettras Rangeard, oui. les coordonnées de façon à ce qu'on Ouais. s'intéresse. Alors, après, il y a Nathanaël Cos, je pense, qui dit: Bonjour, je réalise en ce moment un film sur l'adaptation de l'agriculture et de l'alimentation au changement climatique, dans la vallée de la Drôme, justement. Le film s'appellera La théorie du boxeur. Il vise à recréer du dialogue et de l'écoute entre ces deux approches techniques et basées sur le vivant. Le chantier semble immense. Avez-vous des exemples de territoires où ce clivage est surmonté, où un dialogue est possible? En termes de territoire, je peine à répondre parce que l'enquête, c'est vraiment ce que je disais au début. J'ai choisi une série d'agriculteurs sur des productions différentes. Je n'ai pas fait d'enquête à l'échelle d'un territoire. Bon, sûrement que la Drôme est un bon exemple. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre les outils, la technologie et les systèmes techniques. Les outils, je veux dire, c'est très bien d'avoir un ordinateur pour gérer ses données. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Par contre, prétendre résoudre ce qu'on affronte, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même important. L'agriculteur émet près de 20% de gaz à effet de serre sous nos cieux, mais là, c'est très variable d'une région à une autre. Hein. C'est-à-dire que c'est plus de 40% en Bretagne, les émissions agricoles, mais en moyenne nationale, c'est 19-20%. Donc, la technologie, je pense que personne n'a rien contre. Et personne en agriculture, j'ai jamais entendu quelqu'un vouloir se passer des outils modernes. La question, c'est d'en faire un système pour résister au changement. Je ne sais pas si ça répond à la question. La demande, c'était des zones où aller. Les zones. Oui, non, j'ai du mal à répondre là. J'ai vraiment du mal à répondre. Par contre, c'est vrai que je renvoie au bouquin et je pourrais, s'il y a des agriculteurs que vous voulez interviewer, je donnerai les coordonnées. Il n'y a pas de souci. Hein, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même l'effort le retour à l'observation, quoi. Le retour à la quête de savoir, à la collecte et à l'échange. Et là, bah oui, je sais pas, je pense que y a le céréalier de l'autre que j'interviewe, je suis certain que lui, il est à fond dans cette conjugaison-là. C'est un jeune hein, qui a été formé vraiment à l'agriculture conventionnelle et qui s'ouvre à d'autres réponses, il est complètement dans cette articulation-là. Oui.
Très bien. Alors, Julien Le Provost, ben, je vais vous passer la parole, Julien, parce que vous posez une question qui me paraît intéressante, à savoir que est-ce qu'on ne va pas, au final, plus que jamais, vers une production alimentaire et agricole à deux vitesses? Alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu Alors bonjour Gilles, bonjour Valérie et tout le monde. Juste la réflexion que je me fais en vous écoutant et en discutant avec pas mal de monde aussi dans le milieu agricole, j'ai l'impression qu'on va en parallèle en fait vers une bipolarisation de l'agriculture dans le sens où on va devoir arrêter son agriculture industrialisée pour nourrir les masses, faire de l'exportation, produire de la viande, et dans le même temps se développe une agriculture qualitative dans le respect du vivant, les nouvelles pratiques et qui coûtera plus cher pour le consommateur, et les deux évoluent en parallèle. Et quand je vois cette évolution en parallèle, je me demande si la fameuse démocratie alimentaire dont on parle, elle peut se faire, puisque finalement les acteurs seront sur un pied d'inégalité tant économique que de public touché, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas si une part des Français, surtout en situation d'inflation, est prête à payer plus cher son alimentation, puisque j'ai ouï dire que les magasins bio avaient des pertes de 25 à 50% de chiffre d'affaires ces derniers mois avec l'inflation. Oui, ouais, c'est pas nouveau hein, qu'on soit sur, on y est déjà sur l'agriculture et l'alimentation à deux vitesses. Donc, euh, ce que je crois, c'est que ce qui va s'accélérer ou pas, parce que là il y a, non, je vais le dire autrement. C'est-à-dire que je pense que ce qui peut freiner l'industrialisation, ça va être les décisions qui vont être prises fondamentales sur la gestion de l'eau, par exemple. Hein. C'est-à-dire que on va vers des tensions énormes sur la ressource en eau. Et là, ça concerne tout le monde. Donc, ou bien collectivement, c'est-à-dire politiquement, hein, par les choix qui sont opérés, euh, on va vers une vraie transition dans les termes que j'explique depuis le début, ou bien en effet, euh, on va, on va non seulement vers plus d'industrialisation, plus d'artificialisation de la nourriture, et au final, euh, plus d'artificialisation de la vie tout court. Hein. C'est-à-dire que, parce que si on permet euh, euh, la modification génétique des plantes, des animaux pour résister à la sécheresse, plutôt que d'aller réveiller la rusticité euh, des êtres vivants, hein, avec la mémoire qu'il y a génétique sur les siècles passés, à ce moment-là, le pas pour modifier l'homme est pas loin. Hein, est pas loin. C'est-à-dire que c'est quand même les gens qui dirigent, et je ne suis pas complotiste, hein, mais les gens qui sont sur cette lancée du système technique à l'infini sont aussi des gens qui sont prêts à franchir le pas du transhumanisme. Hein. C'est aussi ça, finalement. C'est au-delà d'une alimentation à deux vitesses. Hein. C'est vraiment une partition de la société, quoi. Alors, justement, dans la foulée, je pense que Joël Aubé, vous pourriez peut-être poser votre question parce que je pense elle explique, enfin, il y a une notion de pas de temps plus ou moins rapide. Donc, est-ce que vous pouvez la poser parce que c'est intéressant de voir aussi ça sous cet angle. Oui, bonjour. En fait, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Oui, la question, en fait, c'est une question de temporalité. Bon, moi, je fais beaucoup de jardin, de maraîchage, enfin voilà. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, mais vu mon âge, je vais pas faire ça ad vitam aeternam. Et surtout, admettons que je fasse du jardin pendant une vingtaine d'années. En fait, je vais faire 20 observations. Donc, 20 observations, c'est peu compte tenu justement des enjeux, compte tenu des adaptations qu'il nous faut à accomplir chacun et compte tenu du fait de nos cultures justement qui sont très segmentées, cloisonnées. Donc je me dis finalement, le temps presse pour cette adaptation d'une part, et par ailleurs, on a une contrainte majeure, l'une des contraintes majeures, c'est pas la seule, mais qui est économique, qui elle va nécessiter. Donc il y a, comment dirais-je, il y a un potentiel pouvoir de schizophrénie dans cette histoire où il va falloir choisir entre peut-être, je dis bien peut-être, hein, entre soit l'efficacité de la technologie qui semble être plus simple et plus accessible pour beaucoup de gens,
parce qu'en plus il s'agira aussi d'acheter des consultants et, en quelque sorte pour savoir comment utiliser et avoir quelque chose de convenable. Et puis de l'autre, le temps qui est nécessaire pour changer de pratique, pour se dire je me libère de certaines choses, mais je garde une certaine distance par rapport à ce qui me semble être imposé. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'articuler, qui n'est pas évident peut-être à gérer, compte tenu des enjeux et de l'urgence en quelque sorte pour pouvoir le mettre. L'urgence, on n'a pas beaucoup de temps selon le GIEC. Donc, vas-y, Gilles, peut-être tu réponds. Oui, non, je crois que Joël, vous posez bien le cadre. L'arbitre, c'est l'urgence, là, c'est clair. Hein. Euh, donc, moi, je crois le, ce qui, ce qui peut changer, vous parlez de schizophrénie, faut rompre avec la schizophrénie institutionnelle et politique. Hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une politique agricole commune qui gère, je vais le faire court pour ceux qui ne connaissent pas, en deux piliers. Il y a deux budgets. Hein. Un budget à 75 ou même 76% qui finance l'agriculture conventionnelle et il y a 25% pour le reste. Hein. Donc, ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un seul pilier, que le budget entier de la politique agricole commune soit à la transition. Je veux dire que donc, on ne va pas faire un débat sur l'Europe aujourd'hui, mais je veux dire, on en a besoin, mais il faut que ça change. Voilà, hein, ça c'est. Et on ne peut pas dire que les presque 6 mois de présidence de l'Union européenne de la France ont fait changer les choses, hein, dans ce sens-là. C'est plutôt le contraire, on permet de labourer les jachères, ce qui est une catastrophe, quoi. Voilà. Donc, donc je crois à la politique, hein, sinon il n'y a plus de citoyenneté possible. Donc à un moment donné, face à une situation comme ça, il faut interpeller le politique et avoir une politique agricole, alimentaire, à la hauteur de l'urgence. Très bien. Alors, il y a, comment ça s'appelle? C'est Nathanaël qui dit que l'un des intérêts de l'agriculture de conservation, c'est que ça permet de revenir sur moins d'interventions et plus d'observation du dire des agriculteurs. Ça serait, on t'a dit qu'il y avait tu leur as fait un mauvais procès à certains d'entre eux parce que c'est un coup de glyphosate, ça règle certains problèmes. Donc là, est-ce que tu peux dire toi aussi ta perception de cette agriculture de conservation? Est-ce que c'est plus sur l'observation, etc. Enfin, est-ce qu'il y a un enjeu vraiment intéressant là-dessus? Bah, moi, je pense que l'agriculture de conservation, les gens qui franchissent ce pas, c'est d'une part les agriculteurs qui ont pris conscience des limites du modèle conventionnel, d'une part, donc ils remettent en cause déjà le labour, le fait de laisser des terres nues en interculture, etc. Et donc ça, c'est bien. C'est un retour c'est un chemin de retour à leur insertion dans l'écosystème local. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, dit autrement, on peut dire que c'est le début d'une prise de conscience de ce qu'ils ne faisaient pas avant et de ce dont ils dépendent. Donc, pour moi, c'est un bon chemin. Il ne faut pas que ça s'arrête là, c'est tout. Alors, c'est bon pour les sols, hein, c'est évident. C'est bon pour la biodiversité, sauf ceux qui, je disais tout à l'heure, mettent un coup de glyphosate sur le couvert végétal. Mais c'est vrai que c'est encore mieux si ça se conjugue avec l'agroforesterie, avec remettre des haies, avec une pensée sur l'eau, hein, sur la manière dont on aide le circuit naturel de l'eau, quoi. Voilà. Alors, Nathanaël, vous pourrez intervenir parce que vous donnez un exemple d'Isara dans l'Ain. Oui, bonjour. C'était, merci pour cet échange, c'est vraiment super intéressant. Moi, je m'intéresse effectivement à ces sujets. J'ai découvert lors d'une enquête là, pour ce film sur les adaptations justement de l'agriculture et de l'alimentation au changement climatique, j'ai découvert un peu cette agriculture de conservation et j'ai rencontré donc, on va dire, une paire d'agriculteurs ou 3 ou 4 qui font ça un petit peu dans ma zone et qui sont assez isolés finalement, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en vallée de la Drôme, on a surtout des cultures en bio, en tout cas sur une bonne 30-35% des surfaces, donc sachant qu'il y a beaucoup de prairies, on n'est pas non plus que sur du bio, quoi. Mais en tout cas, ces pratiques d'agriculture de conservation, elles sont assez intéressantes, mais il y a toujours cette espèce de mur qu'il y a l'utilisation du glyphosate, mais qui n'est pas occasionnelle, qui est générale.
parce qu'aujourd'hui, de l'agriculture de conservation en bio, ça n'existe pas encore vraiment. Il y a quelques pionniers dans le sud-ouest qui le font, et il y a ce centre de recherche dans l'Ain là, qui étudie ça, qui fait des essais en plein champ chez les agriculteurs, mais on va dire il n'y a pas vraiment de gros moyens mis là-dessus, et c'est très très pionnier, c'est très balbutiant. Du coup, il n'y a rien qui est vraiment reproductible, alors que ça semblerait, du dire même de ces agriculteurs-là, hein, et des scientifiques qui s'intéressent à la question, ça semblerait effectivement une piste qui pour l'instant n'est pas explorée et qui pourrait être prometteuse. Donc, moi, je me retrouve face à ces gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont passionnés par les pratiques qu'ils ont. Il y en a certains, ça fait 10 à 15 ans qu'ils sont en agriculture de conservation. Ils récupèrent de la matière organique dans les sols. Ils ont des sols qui stockent beaucoup mieux l'eau. Ils sont beaucoup moins affectés par les phénomènes de sécheresse ou de coups de chaud. Ils ont des rendements qui sont quasiment équivalents en céréales. Alors, on parle de polyculture élevage, ce n'est pas des céréaliers. Donc, on est sur des rendements qui sont ceux de zones de montagne avec des terres argileuses qui sont autour de, je sais pas, 50 quintaux en blé, qui sont des rendements, on va dire, quand même modestes, mais qui ne sont pas pires que ceux qui sont en bio à côté ou en conventionnel à côté. Par contre, c'est des pratiques où il y a ce passage de glyphosate pour pouvoir semer dans la culture, dans le couvert précédent. Et pour l'instant, il n'y a pas une autre technique si on ne veut pas toucher au sol, si on ne veut pas gratter le sol. C'est juste pour dire que moi, en tout cas, j'ai un peu enquêté sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez un autre point de vue. Vous aviez l'air de dire que le glyphosate, c'était un passage qui était occasionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu impératif si on veut faire de l'agriculture de conservation aujourd'hui. Et du coup, ça pose un problème à la pensée, quoi. Ça pose un problème de se dire, attendez, mais on nous avait dit que c'était le bio qui était bien, etc., ou quelque part que c'était ça le bon chemin. Et en fait, moi, j'ai plutôt un son de cloche de tous les gens qui sont dans cette profession et de pas mal de scientifiques qui disent, en fait, non, les pratiques en bio, ça stérilise les sols, en fait, à moyen terme. C'est beaucoup de passages mécaniques et ça ne peut pas être la solution à moyen terme. Et ça m'interroge beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous poser un petit peu le sujet comme moi, je suis en train de le découvrir et d'essayer de le comprendre. Moi, je ne suis pas agronome, hein, je suis journaliste. Donc, mais en agriculture conservation, il y a des gens qui ne passent pas le coup de glyphosate. Hein. Je veux dire, comme il y a des gens qui sont je veux dire, en bio ou en biodynamie, c'est-à-dire qu'ils fauchent, passent peut-être un coup d'écrit et puis ils sèment dessus. C'est pas, j'ai pas d'enquête générale pour dire, je sais pas. Mais par contre, d'accord. Alors, si à la RC-TRI, on ne parle plus d'agriculture de conservation, en effet. On parle plutôt de TCS, donc de pratiques qui incluent encore du travail du sol, qui sont un intermédiaire, mais qui, on va dire, présentent pas mal de soucis en commun avec toutes les pratiques de travail du sol, quoi. Oui, enfin, en même temps, on n'est pas non plus dans du labo. Hein. Mais je pense qu'on manque vraiment de systématisation des expériences là-dessus. Hein. Tout à fait. C'est ce que je disais, on a besoin d'échanges, d'expérimentation. Moi, j'ai souvenir de ces privilèges de l'âge, on a des souvenirs qui remontent loin. Je me rappelle dans les années 70, la manière dont ça fonctionnait dans mon village en Bretagne, c'est-à-dire que les gens, ils se retrouvaient au coin du champ, ils discutaient, ils essayaient des trucs, les chambres d'agriculture, il y avait des groupes de développement agricole, de GDA, où il y avait des techniciens agricoles qui disaient tiens, tiens, dis donc, si tu mettais, je ne sais pas quoi, 1000 mètres ou 1 hectare avec tel truc, on testait des variétés, etc. Et tout ça, c'était. On allait voir chez le voisin, il y avait des voyages organisés, on allait dans le canton d'à côté, on s'apercevait que telle semence à tel endroit sur tel sol, elle donnait ça, sur tel autre. Il y avait une émulation intellectuelle chez les paysans. Hein. On a besoin de retrouver cette émulation intellectuelle, collective, je pense, face aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que, Nathanaël, la question que tu soulèves est très bonne. Hein. Il va falloir trouver des réponses, mais on va les avoir dans la pratique et dans les échanges, là, hein, et avec des scientifiques qui s'y attellent. Parce que c'est… Parce que ce qui semble, c'est qu'il y a quand même deux crises qui ne sont pas spécialement complètement corrélées. Donc, on va dire une crise de la biodiversité qui est due à évidemment des pratiques intensives et à beaucoup d'artificialisation, et la crise du changement climatique. Mais à un moment donné, les deux se combinent, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des sols qui sont fertiles, une biodiversité qui s'effondre, et à la fois, on a tous les aléas et ce que tu appelles le chaos climatique assez justement. Et en fait, souvent, on va focaliser sur l'une sans voir l'autre, mais les deux posent problème. Et ce qui m'apparaît un peu naïvement, hein, moi je ne suis pas agronome non plus, quoi, mais c'est que l'agriculture de conservation,
quand bien même elle met du glyphosate donc à des doses assez faibles, finalement, dans ce que me racontent les paysans, mais continue d'en mettre, ce qui questionne, semble apporter une réponse avec des pratiques aussi d'agroforesterie associées et avec du coup des taux d'humus dans les sols qui sont plus élevés. Donc je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de recherche en fait là-dessus finalement, hein, c'est plutôt un constat mais voilà, ça a l'air prometteur. Et là, effectivement, l'horizon, ce serait d'arriver à se passer complètement de chimie. Et il y a sans doute des moyens de le faire. Effectivement, alors pour l'agriculture, pour la conservation des sols, moi j'ai participé à un colloque avec les gens de le mouvement pour l'agriculture du vivant, où ils montrent un truc assez étonnant en termes pour l'état des sols. Ils mettaient dans des comment ça s'appelle des bacs en verre, une mode de terre agriculture conventionnelle et une mode de terre agriculture de conservation et sans labour. Et le colloque s'est déroulé sur la matinée et en fin de matinée, on constatait que d'un côté, il disait on a fait du café, c'est-à-dire le sol s'est complètement délité, et de l'autre côté, la mode de terre était quasiment restée intacte. C'est-à-dire il y a des bénéfices. Alors, et je suis comme vous, Nathaël, moi, ça me perturbe le fait qu'ils continuent à utiliser du glyphosate, même si c'est à petite dose. Bon, par contre, le fait qu'ils se rapprochent du bio pour l'agroécologie, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Gilles? Je t'ai coupé. Oui, mais attends, je ne me rappelle plus. Bon, je suis désolé, j'ai été trop loin. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais bon, c'est vrai que, en gros, il y a des gens en bio et ce qu'on appelle entre guillemets en bio-industriel qui n'ont aucun souci de la vie biologique du sol. C'est juste une charte sur une obligation de moyens. Donc, les gens de la bio découvrent aussi l'importance du sol finalement. Oui, ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que disait Nathanaël sur la question de la biodiversité et du climat. C'est parfaitement juste. C'est-à-dire, s'il y a aussi quelque chose dans la petite enquête que j'ai faite, c'est quand même une vingtaine d'interviews, c'est pas, voilà, c'est limité. Ce qui en ressort quand même, c'est que la biodiversité n'est pas rentrée encore vraiment dans la préoccupation des agriculteurs que j'ai rencontrés. Ils en parlent comme ça, ils font pas le lien avec le climat. Ça prouve, pour moi, c'est assez symbolique de la pensée morcelée qu'ils ont reçue, l'éducation qu'ils ont reçue par la formation agricole. Quand je parlais du métier et que l'agriculteur, c'était plus qu'un métier, il y a ce côté, la biodiversité, elle n'est pas rentrée du tout dans le sujet, dans le sujet quoi. Elle n'est pas dans leurs préoccupations. Alors, certains, oui, bien sûr, ceux qui sont en biodynamie, bien sûr, mais... Ah, je t'entends plus, Gilles. Ah, j'ai pas bougé. Ouais, c'est bon, ça, c'est revenu. Je disais, pour le moment, j'ai l'impression que la question de la biodiversité n'est pas liée systématiquement à la question climatique chez les agriculteurs et que la biodiversité n'est pas encore un sujet central. Et c'est vrai que cette articulation-là, climat-biodiversité, elle est indispensable. Absolument. Alors, il y a Gilles, Julien Le Breveau qui te pose une question. Comme observateur du monde agricole depuis des années, quel conseil donneriez-vous à une personne qui aujourd'hui soucieuse de la nature, en quête de sens et désireuse d'un retour à la terre, voudrait se lancer dans l'agriculture? Voilà. J'ai beaucoup avec ça. La première question, c'est de se former, je veux dire. La première question, c'est une formation sérieuse. Je veux dire. Lire un peu Marc-André Sellos aussi. Oui. Et il faut une formation agronomique. Je veux dire, on ne se lance pas en agriculture sans une formation agronomique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de... Là, je pense que c'est vrai pour tous les choix de vie. Il faut être en cohérence parfaite avec soi. Il faut garder sa cohérence. Donc, il faut garder ses envies. Si on veut faire... faut avoir envie du cadre géographique dans lequel on va travailler, du cadre amical aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément facile de débarquer. Je sais pas si c'est une personne qui est urbaine et qui débarque à la campagne, c'est pas simple. On n'a pas forcément toujours tous les codes.
Donc, faut mieux s'implanter dans des coins où on a déjà l'envie et déjà un petit réseau social pour s'installer. Et la formation, hein. Je veux dire qu'on ne s'improvise pas paysan. Et aller faire quelques périodes de woofing, Oui, c'est très bien de faire du woofing. C'est peut-être bien aussi d'être simplement ouvrier agricole une saison. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire que là-dessus, il y a saisonnier, c'est une expérience aussi. Très bien, super. Je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. J'espère pas en avoir oublié. Alors, Esther, tu nous as rejoint. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on conclut là-dessus? Enfin, moi, il y a quelqu'un qui a encore des questions à poser. Vas-y, Oui, Esther. bonjour Gilles et Jean-Luc, Ciao, pardon de Esther. vous avoir rejoint en retard, un petit souci d'ordre privé cette nuit avec un parent. Alors, oui, merci beaucoup Gilles, je sais que tu es allé au plus près puisque tu leur as mis un micro sous le nez aux agriculteurs pour essayer un peu de percevoir leur vécu, leur ressenti. Et j'avoue, je suis un peu surprise. Est-ce qu'ils ont une vraie conscience des enjeux actuellement ou est-ce que tu les as sentis un petit peu en manque de données, en manque d'informations macro? Est-ce qu'ils sont un peu trop collés à leur activité au jour le jour, au gré des saisons? Quelle est ton impression là-dessus? Oui, tu as raison, ils sont plutôt, je vais dire, le nez sur le bout de leur champ parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui les dépasse. Hein. Donc, on le disait dans le débat, là, il y a besoin d'échange, il y a besoin d'expérimentation. Ils en manquent, ils ont envie d'en parler. Hein. Je veux dire, c'est devenu un sujet constant chez eux. Quoi. Avant, on parlait de la météo, là maintenant, on parle de climat au bout du champ. Hein. Je veux dire, c'est vraiment ça. Mais on va dire qu'il y a un déficit de pédagogie de ce qu'ils affrontent. Et là, c'est la responsabilité de toutes les organisations agricoles. Hein. Et parce que ce qu'on leur propose, c'est simplement, entre guillemets, des solutions d'adaptation qui sont Jean-Luc posait la question, mettre des drones, du numérique, tu vois, enfin, bon, des solutions qui n'en sont pas. Mais par contre, se prendre, je veux dire, toutes les données du problème à bras le corps, tout seul, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y a besoin de science. Hein. On parlait de la vie des sols, il y a besoin de science pour savoir. On est au-delà du coup de bêche pour voir la couleur de la terre. Il faut des analyses, il faut comparer que en faisant telle pratique ici, est-ce qu'elle est vraie ailleurs? Voilà. C'est vraiment un immense besoin d'expérimentation scientifique. Et j'irai plus loin, parce que alors là, c'est le degré zéro, il y a besoin de philosophie. Il y a besoin de philosophie du changement. Alors c'est vrai pour toute la société, hein, mais bon, les agriculteurs, ils nous nourrissent tous les jours, c'est quand même fondamental. Et puis la naissance de l'agriculture, elle a imprimé aussi des choses dans la philosophie. Donc je pense qu'on aurait comme ça une approche de réflexion philosophique générale avec les agriculteurs, dans leurs outils de formation, dans les débats dans les chambres, dans les coopératives comme la ferme de Figeac, ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Très bien. Parfait. Et pardon, c'est Laurie Debove à nouveau, Oui. je me permets, je voulais savoir si c'était possible de recevoir une version numérique du livre ou alors que Gilles nous lise quelques extraits marquants des paroles de Le Paysan qu'il a recueilli, des citations qui l'ont particulièrement ému, frappé durant son enquête. Alors, dire là maintenant, non, parce qu'on avait dit qu'on arrêtait à 11h et à midi, j'ai un train. En fait. D'accord, voilà. Et la gare est à 20 km. Voilà. Mais par contre, ouais, une version numérique, oui, c'est possible ça. Je peux vous l'envoyer. Oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Gilles. Il faut me donner un mail et je vous l'envoie. Oui, on va t'envoyer tout ça par mail. D'accord. OK. Très bien.
Eh ben, on va arrêter là parce que comme c'est un train à prendre, il ne faut surtout pas le Non, louper. mais ça va, non, Euh, j'ai 20 minutes de trajet. Hein, Bon, d'accord, ok. Mais merci beaucoup à tous de votre participation. Et puis, ben, c'est enregistré, donc vous pourrez revisionner sur le site de l'AJE quand ça sera mis en ligne dans quelques jours. Voilà. Et ben, à bientôt, en espérant qu'on aura des bonnes nouvelles bientôt sur l'évolution de l'agriculture, parce qu'on est quand même face à un chaos climatique qui est quand même pas très amusant. Peut-être alimentaire. Et de fait, oui, pardon. Oui, Et de bien fait. sûr. Merci Esther. On n'en a pas beaucoup causé, mais quand je parle de démocratie alimentaire, c'est clair que, je veux dire, il y a tout le versant citoyen, mangeur, hein, je préfère dire mangeur que consommateur, qui est extrêmement important, hein, parce que c'est vrai aussi que on vote en achetant à manger, quoi. Donc, mais on revient à la discussion de la pédagogie et de la philosophie du changement. Il va peut-être falloir s'habituer à ne pas manger de tout le temps, je veux dire, reconsidérer ce qui est bon pour le climat dans l'assiette. Enfin, ça, Jean-Luc, tu connais bien le sujet, quoi. Ah oui. Faut pas. Voilà, on rejoint les fondamentaux. Déjà, une pédagogie simple, ça serait déjà d'expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un produit de saison. C'est un des premiers enjeux pour améliorer les choses au plan climatique. Oui, absolument. Absolument. Voilà, mais moi, je vous remercie tous. Hein. Voilà. Merci Gilles. Et puis, au plaisir de vous revoir. On va arrêter là maintenant. Merci. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.